Alors, je vais passer la parole à Isabelle Robert, donc, qui est une des cofondatrices aussi de la chaire, donc la deuxième. La troisième est Amber Wells, qui travaille plutôt à Lancet. Alors, Isabelle, toi, tu as fait tout un travail de justement état des lieux des sujets de recherche autour de la mode circulaire. Alors, je pense que tu es avec nous. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur quelles sont les thématiques aujourd'hui de recherche sur la mode circulaire? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas. On te voit, très bien. Ok, super. Je suis ravie d'animer effectivement et de participer à ce séminaire de recherche sur la mode circulaire. Et avant de démarrer sur cet état des lieux, je voudrais juste remercier en fait toute l'équipe des Fashion Green Days, parce que depuis des Fashion Green Hub, pardon, parce que depuis le premier Fashion Green Day, c'est vrai que tous ces échanges, ça a nourri notre réflexion aussi bien au niveau des enseignants-chercheurs de l'ANCET que de l'IAE, c'est-à-dire d'avoir cette richesse, cette pluridisciplinarité, cette pluralité d'esprit, nous a effectivement permis d'aboutir à la naissance de cette chaire Text and Care. Alors, J'en profite, Isabelle, que du coup tu enclenches ce moment de remerciement pour aussi remercier un de nos partenaires, oui, la région Hauts-de-France, qui du coup nous appuie aussi sur la création de cette chaire et qui accompagne également le réseau Fashion Green Hub, donc qui est un partenaire aussi incontournable de nos deux structures, et donc qui permet effectivement que ce genre d'événement existe aujourd'hui. Voilà, je clore ce moment remerciement et je te laisse la parole sur l'état des lieux. Merci Anthony, tu m'as avancé sur la région. Alors, je vais essayer de faire un bref état des lieux de la recherche. Alors, cet état des lieux il a été configuré de la manière suivante, c'est-à-dire que c'est une compilation des différents livres blancs qui ont été édités sur la mode responsable, la mode circulaire, même si le terme de la mode circulaire est encore à circonscrire, mais depuis 2 ans, et puis surtout sur une recherche scientifique, académique et plutôt anglo-saxonne, qui est de plus en plus prolixe, puisque je me rappelle qu'il y a encore 3-4 ans, avec Maud, quand on tapait mode circulaire, mode responsable, etc., on avait de malheureux papiers qui arrivaient par semaine. Là, aujourd'hui, c'est quand même, je dirais, assez prolixe. Alors, pour effectivement faire cet état des lieux, il y a plusieurs façons de classer les thématiques. J'ai essayé d'être la plus exhaustive et de prendre appui sur une méthode, j'aurais pu choisir d'autres, mais l'analyse du cycle de vie d'un vêtement ou d'un textile, afin il n'y a pas d'hierarchisation, hein, mais de classer les différentes thématiques clés aujourd'hui qui englobent effectivement cette notion de mode circulaire. Alors, j'aurais pu utiliser la chaîne de valeur des producteurs, des distributeurs, qui était aussi, je dirais, intéressante à exploiter. La théorie des R aussi, qui est propre à l'économie circulaire et qui nous permet de hiérarchiser, en fait, de hiérarchiser les déchets. Ça aurait pu être... Bon, alors, je suis partie sur ce point et je vais faire des 4 focus hein, à partir je dirais, de cette analyse du cycle de vie pour vous montrer, en fait, à chaque étape, quelles sont les recherches actuellement qui sont mises en évidence, mises en lumière, soit par des livres blancs, soit par la recherche, je dirais, académique. Alors, on a tout je dirais, un premier pilier autour notamment de l'impact environnemental et social des fibres, des nouvelles fibres. Je vais revenir sur ce point. Toute une partie aussi sur les fibres recyclées, l'impact environnemental de ces fibres, quels sont les choix, les mélanges les plus judicieux, quels sont aussi les impacts environnementaux des principaux ennoblissements. Par exemple, on a au sein de la chaire des spécialistes de la teinture. On a toute une grosse thématique sur ce qu'on appelle la mode 4.0, toute la mode prédictive, où là, on voit que le consommateur va être déterminant, va être vraiment une partie prenante, je dirais, en amont et non pas en aval je dirais, des entreprises. Tout ce qui est lié à la traçabilité, à leur relocalisation. On a aussi en matière de production tout ce qui est lié au biomimétisme, hein, où là, on a un chercheur qui travaille plus spécifiquement à Lancet sur ces thématiques. Et puis, bien évidemment, la littérature, elle est vraiment focalisée sur aujourd'hui tous les business models soutenables et circulaires qui vont en fait aller, je dirais, d'une économie linéaire jusqu'à l'économie, je dirais, circulaire.
On a aussi toute une partie, je dirais, des thématiques qui sont très peu développées à ce jour, mais qui sont de plus en plus consistants, qui vont s'interroger sur la place du consommateur dans l'extension de la durée de vie des produits, dans la circularité des vêtements, c'est-à-dire en quoi le consommateur va être une partie prenante de ces nouveaux business models circulaires. Et bien évidemment, il y a un pan entier sur tout ce qui va être mesure de la mode circulaire, ça bouge beaucoup. Alors, on a des outils assez classiques que sont l'ACV, mais on a maintenant des ACV sociales, on a le développement d'ACV territoriales qui nous permet aussi de travailler davantage sur ces notions de filière. Et puis, bien évidemment, la dernière boucle, c'est effectivement tout ce qui va être modalité de collecte, boucle ouverte et fermée, de recyclage et régénérescence. Alors, si on regarde plus particulièrement sur les différentes thématiques, donc par rapport à l'amont, tout ce qui va être fibre, effectivement, les questions qui taraudent les chercheurs aujourd'hui sont sur, et qui taraudent surtout aussi les entreprises, c'est sur les propriétés techniques, les fonctionnalités, les impacts environnementaux et sociaux des fibres naturelles et chimiques, de mieux appréhender aussi tout ce qui est filière, la filière de lin, de laine de chanvre. En fait, globalement, on s'est focalisé pas mal sur l'ACV, qui est un outil, je dirais, judicieux, mais il faut aussi sortir parfois de ces outils de gestion pour aller vers des outils beaucoup plus systémiques, c'est-à-dire pour mesurer des externalités qui peuvent être aussi des externalités positives. Si on prend, et on en discute beaucoup dans la chaire, si on prend le cas de la laine, effectivement, si on regarde le produit en tant que tel, a beaucoup d'impact environnemental assez néfaste, mais si on l'analyse dans le cadre d'une filière, on peut appréhender différemment ces impacts à la fois environnementaux et ces impacts, je dirais, ces externalités positives. Alors, comme notre chaire et qu'on constate aussi qu'il faut casser ces silos entre les ingénieurs, les sciences humaines et sociales, on a, et les ingénieurs de l'ANSET le font, je dirais, de nouveaux matériaux qui sont en train de se développer, de nouvelles fibres végétales, cellulosiques, protéiniques. La question, c'est aussi comment, je dirais, les consommateurs s'approprient la perception, quelles sont les images, les freins vis-à-vis de toutes ces nouvelles fibres, même des fibres classiques. Et en ont-ils des connaissances tangibles, c'est toute cette question-là. Et puis, une dernière question qui va vraiment aussi nous intéresser, c'est de voir en matière de prospective, Maud en parlait tout à l'heure, de voir aussi quel devenir par rapport aux fibres. On voit que toutes, je dirais, les enseignes s'engagent par rapport à des fibres recyclées, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on imagine un horizon temporel de 2025-2030? Alors, le deuxième grand bloc recouvre plus la partie production, où là aussi on va avoir la synergie entre le domaine de l'ingénieur et les sciences humaines et sociales. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans tout ce qui va être mode 4.0, on va avoir beaucoup besoin, je dirais, des sciences humaines et sociales. Et comme le disait Annick tout à l'heure, pour le succès de ces nouvelles plateformes collaboratives qui vont réunir plusieurs acteurs, qui vont être localisés sur notre territoire, il va falloir comprendre le jeu d'acteurs, tout ce qui va être, je dirais, les matchmakers, les marieurs, comment ça se passe, les collaborations, la coopétition. Donc tout ça, c'est très intéressant à étudier et ça sort du cadre, je dirais, de la production classique, puisque là, on est vraiment sur une collaboration entre parties prenantes. Et dans ces parties prenantes, le consommateur a un rôle clé, notamment où il va être de plus en plus co-créateur du produit, et surtout, il s'implique à différentes échelles. On le voit de plus en plus dans les financements participatifs, mais aussi, il y a tout un environnement autour des actions éducatives pour le faire comprendre comment on produit, quelles sont les étapes, pourquoi ça coûte cher je dirais peut-être de relocaliser en France, en Europe, etc., etc. Dans cette mode de cette production, dans cette anticipation,
on a besoin, et nos ingénieurs de Lancet sont là pour le faire, de modèles d'aide à la décision, tout ce qui va être mode prédictive. Alors tout ça, on va s'aider des communautés, des marques, on va s'aider des réseaux sociaux pour mieux anticiper, mieux cerner la demande et je dirais éviter le gaspillage vestimentaire amont. Alors, bien évidemment, par rapport à tout ça, on a aussi, on en parle beaucoup en ce moment, sur tout ce qui est outils de traçabilité, marquage des fibres, empreintes digitales, blockchain, etc. Donc là aussi, c'est intéressant, ce sont des sujets clés. Et puis, bien évidemment, dans les sujets qui sont liés à la relocalisation, c'est de comprendre la perception, l'appétence, les freins des consommateurs vis-à-vis effectivement du Made in France, Made in Europe, et de faire des analogies. Nous, chercheurs, on a la chance de pouvoir faire des analogies avec d'autres secteurs, notamment l'alimentaire, et de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans tel secteur, est-ce qu'on peut avoir les mêmes prémices dans un autre secteur. Alors, le troisième grand groupe, je dirais, de thématiques en lien avec la mode circulaire va reposer effectivement sur la naissance de ces business models, sur leur viabilité économique, sur leur impact écologique et social, sur l'identification des écueils, des barrières. Là, on voit que prolifèrent de nombreux business models circulaires, que ce soit au niveau de la location, que ce soit au niveau de la seconde main, que ce soit au niveau du upcycling, etc. La question qu'on va se poser, c'est sont-ils si vertueux que ça au niveau environnemental? Donc là, c'est là où on a vraiment besoin d'avoir ce double regard, hein, je dirais des sciences de gestion, et puis de voir sur le terrain, globalement, effectivement, est-ce qu'on réduit concrètement nos impacts? On se pose pas mal ces questions-là. Comment les consommateurs se les approprient? Quels sont les freins, hein? On en identifie beaucoup. Et puis surtout aussi, un élément important qu'il est difficile d'évaluer, c'est les effets rebonds de ces business models circulaires. Et toute la question, est-ce que la seconde main se substitue, je dirais, à l'achat de produits neufs? Est-ce que c'est plutôt complémentaire? Se pose les mêmes questions par rapport à la location, etc. Un point clé aussi important, puisqu'en fait, tout ce qui est circonscrit autour des business models circulaires, on va réduire surtout les externalités négatives. Mais quelles sont les externalités positives de ces business models au niveau social, au niveau sociétal, au niveau de l'estime de soi des consommateurs, au niveau de la réduction de cette addiction, etc. On se pose plein de questions sur ces externalités positives. Et puis, on va essayer de travailler sur les dynamiques écosystémiques de ces business models et de voir comment ils se lient les uns aux autres. Un dernier point aussi sur la liaison entre les différents business models, c'est de voir aussi, de prédire la durée de vie des produits. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport au modèle prédictif. Un dernier point qui est vraiment lié au consommateur et notamment à son usage. Ce sont des sujets qui sont très peu développés dans la littérature. D'ailleurs, à chaque fois, on retrouve des statistiques. On se pose toujours la question d'où vient cette statistique, parce qu'en fait, on la retrouve de façon récurrente, et notamment on connaît très peu de choses sur comment les consommateurs gèrent leur dressing, comment ils trient, comment je dirais, ils réinventent, ils reconsidèrent leur dressing. Et il y a toute l'analyse aussi du processus de délaissement des vêtements. D'ailleurs, on a une doctorante qui travaille sur ce point. Quelles sont les zones de progression vers les modes circulaires et en quoi le consommateur peut être un élément clé pour, je dirais, multiplier la circularité des produits. Et puis, dans tous ces modèles qui se développent au niveau de l'économie circulaire, c'est de se poser aussi la question, toutes ces données qu'on arrive à avoir sur les données d'usage des produits, sur les données des consommateurs, comment peuvent-elles être exploitées au profit des services d'éco-design, je dirais, dans les entreprises? Et puis, un dernier point aussi très important, comment diffuser ces informations auprès des consommateurs? C'est compliqué, le consommateur a un déficit cognitif, ce qui est un peu normal, hein. C'est des enjeux qui sont assez récents. Autant ces enjeux sont fort connus dans le domaine alimentaire, beaucoup moins dans le domaine, je dirais, vestimentaire. Donc, comment on fait quand on a une multitude de labels? Je veux dire, autant l'alimentaire, le consommateur se repère. Alors là, au niveau textile, c'est la jungle. Et puis, quels sont les indicateurs? Alors nous, on travaille sur des indices de circularité, sur la durabilité matérielle, sur des indicateurs sociaux et sociétaux. Je reviens sur
sur ce que tu disais, Isabelle, et finalement, cette interdisciplinarité, elle disait que c'était quelque chose d'hyper important pour faire avancer les sujets de la mode et du textile. C'est un peu finalement la raison d'être de Tex Care. Isabelle, tu es une des cofondatrices, c'est un peu finalement ce qui a amené la création de cette chaire aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire de cette rencontre entre les chercheurs de l'ANSET et les chercheurs de l'IAE, mais c'est vrai qu'à chaque fois, et ce qui nous a inspiré, c'est qu'on s'est aperçu que les enseignants-chercheurs de l'ANSET se posaient plein de questions sur effectivement l'appropriation de nouvelles technologies par le consommateur. Eux, sur ces parties-là, ils étaient un peu dans l'inconnu. Nous, par contre, on travaillait sur la naissance de plusieurs business models circulaires et puis on se posait toujours la question, mais est-ce que c'est si vertueux que ça sur le plan environnemental? Donc, on avait besoin des ingénieurs pour travailler sur les ACV, etc. Donc, en fait, on s'est aperçu au fur et à mesure de nos discussions qu'on avait vraiment besoin à chaque thématique de croiser nos regards pour sortir de ces silos et avancer plus vite. Alors, bien sûr, on est sur essais-erreurs, mais je trouve que c'est tellement plus riche quand on travaille même ensemble à définir la mode circulaire. On s'inspire des outils des ingénieurs, eux s'inspirent de nos outils. Et alors, c'est compliqué par contre pour les doctorants qui oscillent entre les différentes disciplines, mais ça permet, d'ailleurs, tout à l'heure, Maximilien le montrera, de sortir de sa zone de confort et de se reposer des questions à chaque fois au regard de cette transdisciplinarité entre ces deux équipes. Et c'est vraiment une richesse incroyable. Ouais. Concrètement, du coup, Isabelle, sur les axes de travail, ça se concrétise comment finalement du coup, tu nous as présenté tout à l'heure tout le travail que tu as fait d'état de la recherche. Comment cette transdisciplinarité transpire justement dans les axes de travaux de la chaire? Alors effectivement, on a un axe transverse qui va nous permettre de croiser nos regards sur la mode circulaire par le biais, par exemple, on est en train de travailler sur le développement d'un observatoire de la mode circulaire qui va permettre de nous mettre en exergue, effectivement, je soulignais tout à l'heure, des nouvelles matières, des nouvelles fibres, comment le consommateur se l'approprie, quel business model à ce moment-là peut-il être plus opportun. Et là, par exemple, on travaille sur la durée de vie, par exemple, d'un produit. Et là, on a besoin des ingénieurs pour travailler sur tout ce qui va être, je dirais, maintenance prédictive à partir de l'usage que vont faire les consommateurs. Comment on peut imaginer basculer d'un mode locatif à un mode de seconde main, etc. Donc, on a besoin effectivement d'avoir des données consommateurs, d'avoir des datas que les ingénieurs exploitent, et on a besoin effectivement d'échanger. Là, on travaille sur le délaissement des vêtements par les consommateurs. Comment, à partir de là, imaginer les modes de recyclage, les modes de récolte de ces vêtements pour que ce soit plus approprié pour le tri, etc. Donc, à chaque fois, en fait, on s'aperçoit que toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer et qu'on ne peut pas exclure une partie prenante par rapport à une autre. Ce qui fait qu'on a cette thématique globale où on va effectivement mêler je dirais, les deux disciplines. Et puis après, on va s'articuler sur trois thématiques, qui est la mode territoriale et écosystémique, dont je faisais référence tout à l'heure, avec la mode 4.0, la mode prédictive, mais également tout ce qui va être aussi biomimétisme, etc. La mode centrée sur l'approche consommateur. Là, on travaille sur aussi le soin apporté par le consommateur, comment aussi pousser le consommateur à réparer, alors que jusqu'à présent, un produit cassé, un produit était jeté. Donc, on va à contre-courant en fait du paradigme dominant. Donc, comment on va travailler ensemble pour effectivement développer ces approches servicielles. Et puis, un mode qui réinvente des business models soutenables. Et là, ce qui nous intéresse, c'est d'être vraiment dans des business models soutenables, parce qu'on voit émerger pas mal de business models, mais est-ce qu'ils sont si soutenables que ça?
tant au niveau social qu'au niveau écologique. Donc là, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on va essayer d'être le plus neutre possible et de se dire à un moment donné, non, ce business model, il est peut-être intuitivement intéressant, mais au niveau des impacts environnementaux, on s'aperçoit que c'est plutôt négatif. Donc, retravailler sur cette complémentarité entre les business models. Je vais laisser la parole aux autres. Traiter la question de la durabilité, donc c'est effectivement ce qu'on va voir là maintenant avec Romain et Maximilien. Donc, Romain, merci Isabelle.